10 ans plus tard, j'amène mon message par les voix de la provoque. On prend les mêmes et on recommence. Get up, stand up and wake up. La France, j'y suis, j'y reste. Anti-colonial, Jean Jaurès. Je suis un nouveau franco-algérien comme Jacques Mansour Vergès. Je suis le coq et le fennec. Vois-tu la voix que je fais naître? Je suis un cocktail explosif. Ramadan, Brassens et Edwy Plenel. On cherche des modèles, ils cherchent des modèles économiques. Tu cherches le problème, il n'est pas dans les mots d'un gosse de 8 piges. Bouge d'apologiste, si t'es en mode reboot que Polo Jean. Donc en fait l'idée de cette rencontre, je vous explique un petit peu en 2 mots et puis aussi pourquoi on est dans ce lieu-là. En fait on se connaît pas depuis pas mal de temps avec Rémi, que je vous présenterai après. Et en fait l'idée c'était surtout d'associer un petit peu les artistes et les associations qui font partie du réseau du MAPCU, du mouvement associatif pour les cultures urbaines, et notamment pas mal d'artistes qui sont dans l'autoprod, dans l'indépendance, et donc de pouvoir vous faire bénéficier un petit peu de l'expérience de Dean Records dans ce métier-là, parce que c'est devenu vraiment un métier à part entière. Et donc du coup, voilà comment est venue l'idée d'y associer au concert de ce soir qui vont se dérouler dans le camion. La rencontre de cet après-midi. Voilà. Donc ils vont arriver, ils sont sur la route. On va commencer un petit peu avec Rémi. Alors Rémi, il est tour manager. C'est ça. Voilà, de Dean Records. Il a plusieurs artistes, donc il va vous en parler un petit peu lui-même. Et il est arrivé un petit peu en cours de route, parce que pas au tout début de l'aventure Dean Records. 11 ans maintenant. Voilà, pour ceux qui connaissent, en 2004, il y a un DVD qui est sorti qui s'appelait le prix de l'indépendance, donc je vous invite à aller le voir. C'est difficile de se le procurer maintenant parce qu'il n'y en a plus trop dans le commerce, mais vous pouvez le trouver, je pense, sur YouTube et tout ça. Je crois que je l'avais vu. Et ça retrace un peu l'histoire de Dean Records, qui est né avec un groupe de rap à la base qui était Nécessité au Havre, donc Salsa et Proof, et donc ils sont à la tête de ce label, et ça montait d'abord en association et puis après en SARL, et comment ils ont fait aussi bosser les gens de leur équipe. Chacun a pris en charge pas mal de choses sur ses épaules pour faire avancer le label et pour faire vivre en fait toute une équipe là-dessus, où même à un moment donné ils ont eu leur propre système de distrib, et ça c'est assez rare, surtout un label indépendant. Donc voilà. Je laisse un peu parler de cette histoire. Moi j'ai connu Dean Records au tout début, on les a fait jouer avec Don't Panic Tape déjà à l'époque, et donc on a gardé le contact, et j'ai trouvé non seulement intéressant de pouvoir vous faire profiter de l'expérience, mais aussi le concept qu'ils développent cette année avec des mineurs tours, qui est une autre façon d'aller chercher les gens, d'aller à la rencontre du public, je trouve, avec des concerts dans le camion. Et une tournée assez un peu particulière. Voilà, si tu pourras nous dire un mot aussi là-dessus. Voilà. Ok, bah donc moi c'est Rémi, je suis tour manager du label depuis 11 ans maintenant. Je faisais le management aussi avec Alassane, avec Salsa depuis 11 ans, et j'ai déménagé du Havre parce que je suis en pré-retraite à Toulon. J'étais dans le sud un peu pour quitter les nuages. Et donc le label existe depuis maintenant 15 ans. Ça a démarré, comme le disait Seb, avec le groupe Nécessité. Et ça s'est développé à partir du moment où on a gagné un concours. C'était le prix découverte du Printemps de Bourges. Donc c'est un concours scénique. On l'avait gagné à l'époque, c'était 15 000 francs, je crois. On a pu acheter nos premiers gros éléments studio. L'histoire de base, vraiment à la base, ça commence comme ça. Le premier truc qu'on a acheté, on a vendu des porte-clés au porte-à-porte pour acheter notre première boîte à rythme, donc ça démarre de ça. Voilà. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est une société qui compte une dizaine d'employés. On a un artiste, on a Medjin, Brave, Tiers-Monde, Alivor, Proof qui fait les prods, qui fait aussi des prods pour d'autres artistes, qui a fait des prods pour Diams, qui a fait des prods pour Kerry, pour plein de monde. Donc ça existe depuis maintenant 11 ans. Moi j'ai lâché le management donc il y a 5 ans pour développer plus le tour management. Donc je m'occupe essentiellement des tournées. À côté de ça, j'ai une société aussi où je fais tourner d'autres artistes. Donc
j'ai notamment REDK et Mino. J'ai fait je fais de la prod exé aussi pour certains artistes, donc j'ai fait la prod exé du dernier EP de Mino. Donc où là je m'occupais de la direction artistique et de toute la production. J'ai été directeur aussi de la société de distribution qu'on a montée en 2005, qui s'appelait Satellite Distribution. Donc en fait c'était une société de distrib, on signait des artistes indépendants et on les distribuait dans tous les réseaux Fnac, Auchan, Carrefour, etc. On avait monté ça avec le label Streetskiss, qui est le label de Soprano. Et on a arrêté maintenant, Gin Records a arrêté il y a 5 ans environ. Et c'est Satellite qui à la base vient d'un gars de chez nous qui s'appelle Enars, qui a gardé le label pour lui tout seul. Enfin en gros qui fait la distrib uniquement avec sa propre structure. Voilà un petit peu pour l'histoire du label. Au jour d'aujourd'hui, on est là par rapport à la tournée des Mineurs Tour. Alors c'est un peu atypique de faire des concerts dans un camion, c'est la première fois que ça se fait. Concrètement, l'idée c'était de se dire c'est de plus en plus dur de tourner en fait. Malheureusement, les subventions d'État ont été divisées par 3 pour les salles de musique actuelles. Donc pour booker des artistes, maintenant c'est vraiment très compliqué. Donc à un moment donné, on s'est dit, comme on a toujours fait, on s'est dit on se gouverne nous-mêmes. Donc en gros, le truc c'était, tu veux pas me programmer, c'est pas grave, je me programme tout seul. Voilà. Donc on a un ami à nous qui a un camion, qui était là tout à l'heure, Mehdi, qui est un gars qu'on connaît depuis des années, qui a une société de transport, il avait un camion à dispo, on a fait l'habillage. C'est parti sur un délire. À la base, on a fait un clip qui s'appelle Reboot, le clip de Mehdi, dans le camion. Et au final, le petit frère de Mehdi a dit pourquoi on fait pas une tournée, en rigolant, puis on l'a fait. Voilà. Donc là, on est en tournée tout le mois de septembre, on a 25 dates, donc on a pratiquement une date par jour. On est parti du Havre, on a fait Le Havre, Saint-Étienne, on a fait Marseille, Nîmes, Montpellier. Donc aujourd'hui on est chez vous, demain on a fait Perpignan hier, aujourd'hui on est chez vous, demain on est à Nantes. Ensuite on fait Rennes, Caen, Rouen, Évreux, la Belgique, 3 dates. On descend Metz, Nancy, Strasbourg, Besançon, Genève, Paris. Et on finit à l'Institut du Monde Arabe sur Paris, l'Institut du Monde Arabe. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis là. Je vous écoute. Alors juste je fais le lien, après je ferai passer le micro pour voilà, le but c'est pas une conférence, le but c'est vraiment en mode discussion, si vous avez des questions à poser sur votre propre recherche aussi artistique et tout ça. Et juste moi je fais une petite parenthèse sur le lieu qui nous accueille, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il y a à peu près 1 an et demi de ça, parce qu'ils ont fait l'inauguration l'année dernière, il y a des artistes du réseau MAPCU qui font partie aussi des gens qui ont monté le MAPCU, notamment des graffeurs, artistes graffeurs, à savoir Réseau, Tilt, Démon, tous ces gens-là, ont créé ce lieu qui s'appelle le 55. Et donc c'est un lieu privé, voilà, ils se sont associés avec un investisseur privé qui a racheté tous les locaux. Donc à votre droite, il y a toute une salle événementielle, c'est la partie Espace Cobalt, donc ça c'est une première partie de l'activité qui est réservable pour là aujourd'hui il y a un shooting photo, mais on peut faire des événements, des concerts, toutes sortes de choses ici. Et à votre droite il y a la partie atelier d'artistes, où il y a des ateliers, donc des graffeurs dont je vous ai cité, mais aussi des infographistes, des gens qui sont dans la com, il y a des bureaux qui sont disponibles aussi, qui sont en location et tout ça. Et donc c'est un lieu aussi qui accueille des événements comme des jams de graffiti. Là, la fresque que vous avez là, c'est la prochaine du Mr Freeze qui a lieu dans un week-end. Et donc il y a aussi des événements ici. Donc on est en partenariat avec le 55 et l'espace Cobalt qui nous a accueillis, tout simplement parce que c'était plus simple d'accueillir le camion sur un espace privé, il n'y avait pas d'autorisation à demander. Et comme on est partenaire, voilà, c'était plus simple à organiser, donc je les en remercie de nous accueillir ici. Voilà, donc maintenant s'il y a des questions par rapport déjà au petit topo qu'a fait Rémi sur ça et sur le parcours de Gin Records, je ne sais pas au moment T où est-ce que vous en êtes aussi vous dans votre recherche. Je sais qu'il y a une partie qui sont stagiaires en formation, donc voilà, c'est l'occasion.
Pour la tournée, comment vous réfléchissez pour faire la tournée en fait? Vous utilisez beaucoup dans chaque région, ou chaque endroit, ou comment vous faites la tournée? Alors, en fait, là, il y avait un souci économique. Parce qu'il faut savoir que cette tournée-là, c'est pas du tout une tournée sur laquelle on gagne de l'argent. On en perd même. Donc, on a pris une partie de notre économie marketing pour la mettre dans la tournée, parce que c'est aussi de la promo et du marketing, avoir un camion qui roule sur la route avec de la pub dessus. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on s'est dit on part d'un point T pour arriver à un point T. Donc le but, c'était d'économiser sur la route, donc les péages, l'essence, etc. Il fallait à chaque fois avoir, voilà, en gros on est parti du Havre, on fait comme ça, on fait comme ça, et on refait comme ça. Donc en gros, c'est d'avoir 200 km à peu près entre chaque date pour pouvoir économiser les frais, notamment d'essence et de péage. Après, pour l'organisation sur place, concrètement, c'est ou des associations comme celle de Seb, avec qui on a l'habitude de travailler, qui s'occupent de trouver les lieux, ou alors je travaille avec des mairies, où là je demande une autorisation préfectorale pour avoir une dérogation pour pouvoir garer le camion dans un endroit public. C'est un peu compliqué, on a eu beaucoup de refus ou de non-réponses. Pour deux choses, la première c'est que ça fait du bruit, et la seconde c'est que c'est Medine. Donc voilà, Medine c'est un barbu, crâne rasé, qui dérange pas mal, donc il y a beaucoup de mairies, notamment de droite, voire de très droite, où là c'est hors de question quoi. Voilà. On fait pas du tout de concert à l'arrache, hein. C'est-à-dire que à chaque fois c'est vraiment cadré. On a toujours les autorisations ou de lieux privés ou de lieux administratifs publics, mais on fait jamais, on ne peut pas arriver, se poser, faire le concert, ça c'est pas possible. Parce que sinon ça va être garde à vue tous les 2 jours quoi. Donc si c'est pas pour l'argent, comment on fait vivre le label? Pas avec ce genre d'événement, voilà. pas avec ce genre d'événement, oui. Avec les ventes de disques, avec les concerts en salle. Donc la plupart du temps on est en salle, hein. C'est la première fois là où on fait une tournée dans un camion. Hein. Moi je fais de la session pratiquement tout le temps. Donc en fait il y a 3 types de contrats dans l'industrie musicale pour la vente de concerts. Il y a le contrat de session, le contrat de coproduction et le contrat de co-réalisation ou la production. Donc il y en a 4. La production, ça veut dire que tu loues la salle, tu loues le matériel, et qu'on met un petit peu dans l'événement pour qu'on fasse de la pub, donc on a leur logo sur le camion. C'est pas grand chose ce qu'ils donnent, c'est plus un échange de promo que financier. Et après, nous on pioche dans notre budget marketing pour pouvoir à chaque fois équilibrer les dates quoi. Vous êtes combien dans le... On met 50 personnes, à 20 € l'entrée ça fait 1 000 €. Non, dans le camion. Là, alors en fait, en tout on est 6 dans l'équipe. Il y a Mehdi le chauffeur, moi je suis tout le temps avec lui parce qu'il faut que j'arrive en premier sur place par rapport à l'organisation. Ensuite dans la camionnette qu'on a, il y a Medine, son petit frère Naïm qui est DJ, il y a Alivor qui est backer, et on a un agent de sécurité pour sécuriser le camion. Voilà. C'est vraiment une petite tournée, on n'est pas beaucoup. On a vraiment tous une petite tâche. Moi par exemple ce soir je suis un gesson. Dans le camion je fais la régie générale. Enfin, on est tous des couteaux suisses qui coupent bien. Voilà. D'ailleurs, je rebondis sur ce qu'on disait au début, avec la création de Dean Records, c'était ça, c'était des couteaux suisses aussi. Ouais c'est ça, moi je parlais de moi perso, mais après tout le monde a un petit peu le même truc. Concrètement moi sur Medine je suis tour manager. Là actuellement, j'ai fait d'autres trucs avant, j'ai fait le management etc. Mais là tout de suite je suis tour manager, régisseur général, ingé lumière. Donc c'est moi qui fais les lumières en concert. Tous les shows de Medine c'est moi qui les fais. Je fais le coaching scénique. Donc avec Salsa on s'occupe de la mise en scène des morceaux. Qu'est-ce que je fais d'autre? Tu faisais déjà les lights déjà sur les autres tournées? Ouais, je faisais déjà les lights. Ouais. En fait on a tous... il n'y a pas d'emploi fictif quoi, on n'est pas au Front National, on a tous 4 emplois dans un quoi. Voilà. Le prix de l'indépendance, ça fait un moment que je l'ai regardé maintenant, mais j'ai souvenir que même au début, Brave il était sur le net, c'est lui qui Brave toujours, hein, Brave s'occupe beaucoup de l'infographie. Medine à l'époque, c'est lui qui faisait les cartons quand vous commandez des t-shirts. Quand les gens commandaient des t-shirts et qu'ils faisaient des t-shirts, c'était Medine qui en valait quoi. Tiers-monde c'était comptable, enfin voilà quoi. On a tous eu plusieurs casquettes, on a tous tout fait quoi. Je pense à vous, Cartel Tolosa, vous connaissez bien ça, ils sont un peu là-dedans.
15-20 casquettes à peu près. Voilà, bah c'est ça, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut parce que de toute façon, déjà, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, premièrement. Et puis économiquement, si tu veux t'en sortir, de toute façon, tu es obligé de faire tout, quoi. Au début, c'est pas gérable d'avoir plusieurs personnes. Non. Mes potes qui nous aident et tout pour la com et tout comme ça, mais c'est vraiment très c'est pas gérable parce qu'en plus, enfin, nous, il y a une chose qu'on dit tout le temps, et moi, plus j'avance et plus je me rends compte, c'est que le talent, c'est 5% de la réussite. Hein. Le reste, c'est que du travail. Les mecs qui sont super forts et qui sont pas entourés, ils font rien du tout. C'est ça. Donc c'est ce qui est important. Enfin, moi, le conseil que je peux donner, nous, on a été structuré et fort au niveau de la structure avant que nos artistes soient forts. C'est vraiment la première chose qu'on a fait, c'est être fort au niveau de la structure. Parce que si tu attends d'avoir une pépite, tu vois, quand tu vois aujourd'hui, il y a des trucs qui sortent, c'est pété, et les mecs, ils arrivent à vendre des disques et à faire des vues. Parce que derrière, ils ont une bonne équipe. Et il y a des mecs super forts qui font rien, parce qu'ils n'ont pas d'équipe. Et l'équipe, souvent, en plus, c'est pas les potes. Parce que les potes... c'est le début, ça. Ouais, ça c'est au début. Les potes, c'est bien, mais nous, on est tous des amis, on se connaît depuis qu'on est petits. On se connaît tous depuis qu'on a 12-13 ans, tu vois. Ouais. Par contre, si moi, demain, j'écoute un morceau et que je trouve qu'il est pas bien, je vais pas dire ouais, c'est bien, je vais mettre de la rouge, ça n'a pas de forme, c'est pété, recommence. Tu vois, il n'y a pas de... Tu vois, nous c'est bim, direct. Y a pas, on n'est pas là pour se passer de la pommade, quoi. On s'engueule tout le temps entre nous, on s'embrouille, on n'arrête pas de s'embrouiller, mais les embrouilles, ça fait avancer. Et c'est en ça où je trouve qu'il y a quand même... Il y avait eu une innovation de votre part parce que vous avez vu le truc arriver un peu... Il avait dit qu'il vient d'arriver. Je veux bien qu'il se dise ça avec moi. Je vais passer le micro, juste on est en train de parler avec Rémi, de faire une petite présentation. On s'est connus il y a quelques années, quand tu étais venu déjà il y a longtemps. Et donc face à toi, il y a pas mal de gens qui sont dans votre prod, dans l'ND. Donc c'était le but d'organiser une rencontre avec notre réseau et faire bénéficier de votre expérience avec Jim Records dans l'ND. Et puis donc on est en train de parler avec Rémi de ces fameux couteaux suisses que vous avez été au tout début et de toutes les casquettes. Donc il y a ici aussi des gens qui ont un peu toutes les casquettes là-dedans. Donc voilà, le but c'était de faire une rencontre et puis soutenir aussi cette tournée qui est un concept super intéressant, je trouve. Notre façon d'aller voir le public. Donc voilà, c'était un peu pour ça. Donc je te remets dans le mot direct, mais un peu c'était histoire de faire un échange aussi pour voir si les gens avaient des questions à te poser sur tout ce parcours kilo vôtre. Voilà. Alors bonjour à tous, déjà désolé pour mon retard, je suis vraiment désolé. Quoi dire de plus que cette introduction? Moi je suis là pour répondre à vos questions. Ça fait 20 ans que je fais du rap, 20 ans que j'ai connu différents modèles économiques. Je suis passé du groupe qui rappait uniquement par passion, puis ensuite d'un collectif, puis ensuite on est passé à la structure label officiel indépendant. On a créé notre propre distribution, on a été signé en maison de disques. On est passé par toutes les étapes possibles en réalité lorsque l'on a décidé de se professionnaliser dans la musique. Et donc grâce à cette expérience, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être là et de pouvoir conseiller. J'ai pas fait de formation en musicologie, en businessologie, non, j'ai pas cette formation-là. Je ne sors pas d'une école de commerce, je ne suis pas expert non plus dans le domaine juridique. Par contre, j'ai une véritable expérience au contact des professionnels de la musique. Certains qui se disent professionnels, en réalité qui sont simplement des bureaucrates de la musique, parce que malheureusement elle se bureaucratise de plus en plus, à mon grand désespoir. Mais il reste pas mal, et la majorité sont des passionnés, de véritables passionnés, des gens qui sont là parce qu'ils aiment ce travail, parce qu'ils aiment cette musique, alors que ce soit le rap ou l'électro ou le rock, là, peu importe. Et donc j'étais au contact de tout un tas de personnes en France, à l'étranger. Ça m'a forgé une expérience, et aujourd'hui, pour faire très simple, je suis revenu en indépendant, parce que je crois que c'est l'un des meilleurs modèles économiques qui puisse exister, lorsque l'on a décidé
de ne pas laisser ses jambes sous la table et de s'activer un peu, quoi. Si on veut être simplement qu'un chanteur, un interprète, un auteur, c'est possible de signer un contrat en maison de disque et d'être confortablement emmené, chouchouté, etc. Au risque parfois même d'avoir un poil qui pousse dans la main et de devenir fainéant, parce qu'on est dans un système en France où il y a la SACEM, les droits d'auteur, tout un tas de reversements qui nous permettent de pouvoir vivre de cette musique, même en sortant un album tous les 2 ans, ça peut raisonnablement être un vrai train de vie. Ou alors il y a le modèle indépendant qui fait en sorte que tu développes de nouveaux projets, tu développes de nouvelles idées, tu vas de l'avant, tu deviens même précurseur dans ta propre musique, dans ton propre domaine. Et les grands groupes, les grandes maisons de disques finissent par copier tes idées, s'en inspirer, etc. Moi, c'est ce qui me stimule le plus, c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui, face à vous, pour répondre à ces questions, parce que je crois que je vais devenir un espèce de commercial du modèle économique indépendant. Voilà, merci. Si vous avez des questions, on est là pour ça. Ouais, j'aurais une question. Ce serait par rapport à Satellite, en fait, par rapport à la distrib indé, finalement. J'ai l'impression que c'est la seule fois que j'ai vu ça en France. Là, quand même, rattacher Street Skills et Dean Records, c'était quand même quasiment les 2 plus gros en France. Je sais pas si c'était pas pour l'indé. Il y avait une 3e entité aussi. Ouais. C'était le label ANR, Négative Musique. Négative. Vous m'avez expliqué que ça a été repris par un gars de chez vous, mais bon, on peut dire quand même que c'est quasiment fini. C'est pas vraiment fini, maintenant ça s'appelle Kézit. Ils font beaucoup de digital, mais ils font aussi du physique. C'est toujours la même entité, hein, c'est toujours ANR qui s'occupe de ça. Mais Street Skills et Dean Records se sont retirés de la distribution parce qu'on avait, ça prenait trop de temps, quoi. C'est justement ça que je voulais savoir un peu, qu'est-ce qui a mis fin c'est purement ça, hein. C'est vraiment le truc, c'est qu'à l'époque Sopra, ça commençait vraiment à prendre. Nous on avait énormément de travail de développement avec les artistes de chez nous. Négative était plus eux dans la distrib que dans le développement d'artistes. Donc de commun accord, on s'est dit reprenez, nous de notre côté on va continuer à avancer comme ça. Mais même quand ils ont arrêté, nous on a continué à travailler avec eux sur notre propre distribution, quoi. On voulait pas se tromper de métier en fait. Ça. Il y a différents métiers quand tu as décidé d'être indépendant. Ça englobe plusieurs métiers. C'est ça aussi qui est un peu délicat, c'est qu'on fait l'amalgame entre différents métiers. Il y a la production d'artistes à proprement dit, il y a la réalisation, il y a la prod exé, le management, la distribution, et en fait tous ces métiers qui normalement quand tu es en maison de disques sont sous-traités par d'autres bureaux où il y a une assez grosse ressource humaine qui te permet d'achever le travail. Et bien chez Dean Records, ce travail était abattu par une dizaine de personnes tout au max, et le label manager se retrouvait être aussi le commercial dans la distribution, etc. Donc il y avait un véritable amalgame dans les postes, et à un moment donné, tu es un homme, tu ne peux pas assumer trop de casquettes aussi. C'est bien multicasquette, mais à un moment donné, ça finit par ressembler à un chapeau. Tu portes un chapeau ou tu portes plusieurs casquettes. Il faut savoir. Et il y a ce vrai dilemme qui s'est posé. Et certains ont décidé de se consacrer uniquement à la production d'artistes. C'était le cas de Dean Records, où on a dit non, la distribution, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est vraiment la production d'artistes, le développement d'artistes et voir la promotion d'artistes aussi. Donc ça a été un choix qu'on ne regrette pas au final, parce que la distribution est un véritable métier de fourmi, très compliqué. On a été jusqu'au bout, hein. Chez Dean Records, on a cette tradition, cette habitude où on se dit entre nous, je ne sais pas comment ça marche, je vais tout faire pour apprendre comment ça fonctionne, pour le faire mieux que celui qui est déjà en train de le faire. Donc maintenant, après avoir passé cette péripétie et avoir travaillé en maison de disque derrière, mais on était trop chiant en maison de disque. On disait mais c'est comme ça que vous bossez, vous? Mais c'est de la merde. Nous, avec 2 personnes, on faisait le taf que vous êtes en train de faire avec 30 personnes. Et il y avait un véritable aveu d'échec pour les maisons de disques quand ils étaient face à nous. Il y avait un véritable rapport de mais les mecs qui connaissent leur taf, ils ont monté des boîtes, ils les ont assumés jusqu'au bout. Et voilà, il y avait un véritable contraste lorsque nous on arrivait avec notre expérience d'indépendant et qu'on les voyait bosser. On disait mais les gars, c'est pas de la distribution, c'est ce que vous faites là.
vous êtes en train de faire de la mise en pack de dentifrice. Voilà, on les rendait fous parce que même pour les sorties de disques, vu que nous on avait l'expérience de la distribution, on avait déjà le réseau, donc on savait dans quel magasin il n'y avait pas l'album, on l'appelait, oui, pourquoi il n'est pas là-bas, il devenait fou. Avec les termes de la distribution. Voilà. Et ce qui fait que ils peuvent pas t'embrouiller avec des termes. Oui, mais non, il n'y a pas de réassort. En fait, tu vas lancer à J-1. Qu'est-ce que tu me racontes, mon pote? Le jargon que tu es en train de parler, on l'a appris par cœur. On le connaît par cœur. Parle-moi avec ton jargon si tu veux, mais le résultat restera le même. C'est que pourquoi il manque des disques là? Pourquoi tu n'es pas réactif? Pourquoi tu n'as pas lancé la commande? Pourquoi tu as mis si peu de préco, etc. Un véritable audit. C'était le terme que l'on faisait aux maisons de disques. Ça leur faisait très peur. Et ça continue à leur faire très peur. Ça fait plaisir. Et j'aurais une autre question aussi par rapport à ton passage en major, je t'en parlais tout à l'heure, ça avait fait du bruit à l'époque parce que c'est un changement de modèle comme tu as dit. C'était quoi ce qui t'a motivé? Est-ce que c'était la partie marketing distri, le booking, le tournée? Quels ont été les éléments qui t'ont fait accepter un type de contrat major? C'était l'argent à la base. Pour être très transparent avec toi, Dina Records était dans une période où on avait fait beaucoup de développement sur Boucher Double, sur mes propres albums, sur Nécessité. Si on n'avait pas une grosse rentrée d'argent, on coulait Dina Records. Ça, c'est la réalité financière, économique. Donc, proposition d'un deal sur l'artiste Made in. Salsa m'en parle, et puis de toute façon, j'étais déjà dans le... Salsa, c'est le gérant du label. Et c'était avec Because Music, mais il y a eu d'autres propositions aussi, tout aussi juteuses au final. Voilà, c'était le moment où est-ce qu'il fallait signer des nouveaux artistes pour renouveler l'écurie du pôle urbain, c'est comme ça que ça s'appelle dans les belles maisons de disques. Et au final, moi, j'étais un peu un sacrifié sur le coup, mais c'était un joli sacrifice, hein, il n'y avait rien de compliqué. Tu prends de l'argent sur toute une année, c'est à toi de gérer après à l'intérieur parce que ça reste que des avances sur tes hypothétiques ventes de disques, etc. Donc c'est à toi de gérer tout ça. Mais c'était vraiment c'était le choix de la raison au départ. C'était celui-ci. Il fallait sauver économiquement en quelque sorte le label. Et puis on a essayé de trouver la maison de disques qui nous correspondait le mieux en termes de valeur. Alors on n'a pas été chez une grosse major, on s'est retrouvé chez un gros indépendant. C'était assez le compromis, c'était comme ça. Il y avait une très bonne équipe. On est rentré en relation avec cette équipe parce que j'ai participé à une compil qui s'appelait One Beat. À l'époque, il y avait un beatmaker qui s'appelait Spike Miller, qui avait produit un beat et qui l'avait décliné en 15 tracks. Et moi, je devais aussi honorer un de ces tracks-là. Et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec la maison de disques Because, qui a fini par nous signer. Donc on a sauvé économiquement le label Dina Records. Et derrière, moi, j'y voyais pas ça, tu sais, comme une espèce de rupture avec mes anciens albums, etc. J'ai toujours eu la même équipe autour de moi. En fait, il n'y avait pas vraiment de gros changements au départ. C'est surtout sur l'album Protest Song où les changements se sont opérés. Dans ma volonté à moi d'ouverture, dans l'ouverture de mon discours, de ma musicalité, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai ouvert le cercle de réflexion de mes albums. Et ouvert, ça voulait dire l'ouvrir à des professionnels, à ceux qui se prétendent professionnels de la musique. Donc je l'ai ouvert à un cercle un peu plus large. Et donc il y avait plusieurs mains qui venaient me conseiller dans cet album-là. Au final, je le regrette un peu parce que j'ai laissé trop de place à la réunionite. Tu sais, où est-ce qu'on se réunit pendant des heures pour prendre une décision qui au final n'est pas la bonne. Et ça a été la grande maladie de cet album-là. Et voilà, en gros, économiquement, ça a sauvé le label Dina Records. Professionnellement parlant, en termes de musicalité, ça n'a pas vraiment changé grand-chose parce que j'ai toujours travaillé avec la même équipe. Ça approuve, là, ça n'a rien changé. Voilà, c'est ces raisons-là en réalité. Mais j'en garde une très bonne expérience au contact des professionnels de la musique qui ont un vrai background. Hein. Mon chef de projet chez Because, c'est un gars qui a bourlingué à l'époque de Sectora avec Kenzie, etc. Donc, véritable expérience, qui s'appelle Stéphane Jiggy, vraie expérience dans le rap et dans l'urbain.
Après, on peut pas dire que ce soit des meneurs d'hommes en maison de disques. C'est des gens qui ont les arguments pour vendre la musique, qui ont des beaux tableaux, des beaux graphiques, qui savent parfois bien conseiller, mais au final, tu en perds une espèce de spontanéité. Tu vois, par exemple, là, le camion qui est là sur votre parking, ben on y a réfléchi il y a 3 mois. Et en 3 mois, faire un projet comme ça, en maison de disque, tu mets 3 ans à faire un projet comme ça. Voilà, c'est simplement que j'en garde une très bonne expérience de cette maison de disque. Ça va me permettre de mieux aborder l'avenir maintenant. Et si je ne me trompe pas, c'est à cette période-là, Kenny Arcana avait signé aussi chez Because. On était ensemble avec Kenny Arcana chez C'était vraiment la mode Because. de signer des gens qui étaient... Il y avait une empreinte un peu conscientisée chez Because. Kenny, il y avait même Sefiu aussi qui était là. Il y avait une petite patte consciente. Il y avait Manu Chao dans un autre style, etc. Donc je m'y plaisais bien. Jusqu'à ce que je rencontre humainement le big boss de Because. Non, ça ne passe pas. Non. Qui vient de Virgin, il me semble. C'est Emmanuel de Burtel, ouais. Qui lui aussi a un très bon background. Hein. Ouais. Quelqu'un qui a fait des découvertes, qui a fait des révélations, qui a fait des très bons choix stratégiques, commercialement, marketingment parlant. Voilà, on lui enlève pas ça. Maintenant, humainement, il y a un fossé. Et c'est deux mondes différents. Humainement, jamais je ne pourrais accepter des attitudes comme ça, quoi. Il y a une chose par contre pour étoffer un petit peu la réponse à ta question. On n'a pas tout laissé. Hein. La partie tournée, on l'a jamais donnée à personne. Ouais. Ça, on a toujours voulu avoir quand même des choses qu'on gardait nous. On n'a jamais signé de contrat 360. Ça a été un contrat artiste, mais les tournées, le merchandising, ça a toujours été chez nous. Ça. Et d'accord, mais si c'était contrat artiste, comment vous avez récupéré l'argent pour Dean en fait? C'est un transfert. Là, c'est Dean qui a vendu Medine à Because. C'est une vente de contrat. C'est comme ça que ça s'est passé commercialement pour Dean Records. Voilà. Bah, merci pour les infos. Ouais. Ouais, moi. Qu'est-ce qui, du coup, à l'époque du tout départ, nécessité, au tout début, qu'est-ce qui vous a motivé à passer le pas de l'autoprod plus sérieusement, on va dire? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous dire, ok, à partir de maintenant, on le fait nous-mêmes parce que c'est pas possible? Ou est-ce que au tout départ déjà, ouais, j'aimerais qu'on fasse nous-mêmes et on va voir ce que ça va donner? Ou est-ce qu'il y a eu un événement ou des choses qui ont fait que vous vous êtes dit non, il faut qu'on le fasse nous-mêmes? Ou voilà, qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire autoprod et go? Ça a un petit peu toujours été notre ligne directrice. Hein. D'accord, c'était déjà l'idée au départ. Ouais, on s'est toujours dit on se gouverne nous-mêmes, quoi. Ça a toujours été comme ça chez nous. Il n'y a pas eu un déclencheur qui fasse une déception. Non, on a toujours voulu... on a toujours eu cette conviction de se dire on le fait nous, on va y arriver. D'accord. On était un peu plante tropicale, tu sais, dans le rap français. On vient du Havre et on était décentré par rapport à là où est-ce que le mouvement se fait dans la sphère parisienne. Et donc on avait déjà le problème de la distance, le problème d'être de province. C'était des facteurs, voilà, aggravants quand tu es dans le rap français. Il y a une époque où si tu voulais émerger, il fallait être estampillé Paris, il fallait être estampillé Marseille, voilà, dans le meilleur des cas. Mais c'était difficile pour la province d'émerger là-dedans. Il y avait toujours un côté, c'est des campagnards, c'est des bouseux, tu vois. On sait de quoi tu parles. Vous savez de quoi je parle, voilà. Et il y avait un véritable rejet du rap de province. Et nous, en fait, on s'est construit par dépit. On s'est dit, de toute façon, on va même pas aller toquer à leur porte parce qu'il y a des espèces d'idées préconçues qu'on n'arrivera jamais à briser. Venez, on s'auto-organise, venez, on s'auto-détermine, on apprend le métier, on essaie de le comprendre et puis on essaie de le faire, voilà, juste par mimétisme au départ. C'est simplement copier ce que faisaient les autres labels en lisant, en regardant, en essayant d'aller au contact de certaines personnes avec 2-3 potes. Voilà, il y a un tel qui connaît, il y a un tel du quartier qui est un petit peu plus renseigné sur la structure juridique. Puis on commence à mettre les mains dans le moteur, on se rend compte qu'un label, en fait, derrière, c'est une société, ça peut même être une association. Tu sais, il y a des trucs, en fait, où quand tu commences à mettre les mains dedans, tu dis, mais finalement, c'est à la portée de tout le monde, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, tiens, nous aussi, on peut. Quand on se rend compte que c'est à la portée de tout le monde, en fait.
quand on se rend compte que il suffit de déposer des dossiers, de passer 2-3 nuits blanches à remplir de la paperasse un peu casse-pied, et au final, là, tu peux t'accaparer la structure, ou je sais pas comment tu peux appeler ça, quoi, mais là tu finis par te l'accaparer. Et donc c'est à ce moment-là, quand on se rend compte que c'est possible en fait de faire un label, c'est possible de monter une carrière et d'avoir un modèle économique, que ça soit viable sur un certain nombre de temps et que ça devient réalisable entre amis. C'est là où est-ce qu'on commence à prendre les choses au sérieux. J'ai une question par rapport à ça. Ouais. C'était quoi vraiment le déclic à ce moment-là? Parce qu'il n'y avait pas internet et tout, et pour Dean Records, pour la boussole, c'est quand même un groupe que moi j'ai découvert en 2002, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça. C'était quoi le déclic en fait, le tour de magie entre guillemets, pour arriver à se faire une place à ce moment-là, sans internet à l'époque? Ça a été la voiture et les péages. Voilà, le travail. Et d'être là et d'insister, d'imposer physiquement, ben voilà, t'as écouté mon truc. Non, t'as pas écouté. Ben on va l'écouter ensemble. Et certains avaient déjà écouté. Et on a forcé le truc, quoi. On n'a pas laissé les gens le faire à leur bon vouloir. On s'est dit, on va faire les choses vraiment. Et s'il y a bien un mérite, ou plutôt une espèce de recette magique que l'on pourrait avoir chez Dean Records, c'est qu'on a un meneur d'hommes. Et c'est très rare dans les équipes d'avoir un meneur d'hommes. C'est Alassane Konaté, Salsa, c'est le gérant du label, qui a rappé dans le groupe Nécessité pendant une dizaine d'années et qui à un moment donné s'est trouvé des capacités beaucoup plus criantes dans le domaine du leadership et de mener les hommes, et qui a décidé de se retirer, voilà, du rap pour leader les autres qui étaient derrière et bien organiser à chaque fois. Et donc ça a été déterminant pour nous. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive encore même à être une équipe avec laquelle on a grandi et qu'on continue à s'entendre et à bien travailler en bonne intelligence, parce qu'on a un meneur d'hommes en réalité. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu facile, tout le monde peut être meneur d'hommes. Non, tout le monde ne peut pas être meneur d'hommes. La gestion humaine, c'est quelque chose, merci. La gestion humaine, c'est vraiment un métier. Puis il y en a qui ont des capacités à mieux gérer les gens, etc. Et voilà, enfin, je trouve qu'avec le recul, ça a vraiment été le petit truc qui a fait la différence. Quand moi, j'avais la flemme d'aller à Paris, où j'avais tout simplement pas les moyens, hein, je me rappelle, j'allais à Paris au moment avant mes premiers albums avec 10 francs en poche et tout, et c'était dur, tu vois, et je me dis, je vais pas aller à Paris avec 10 francs, mon frère, on va faire comment et tout. Et lui, il était là pour nous tirer, hein, on y va, t'inquiète pas, on va s'organiser, peu importe, on verra sur le chemin comment on va s'organiser, et voilà, persévérance, et au final, ce meneur d'hommes a révélé les hommes qu'il a l'idée, il les a tous révélés petit à petit, aussi bien le beatmaker que le rappeur, que le manager. Il a réussi à révéler les personnalités. C'est la petite recette Dean Records. Moi j'aurais une petite question sur la signature en fait en major. En fait, de ce que j'ai retenu, vous aviez déjà toute l'expérience entre guillemets par rapport à votre signature, donc vous avez rien gagné en dehors de l'argent, quoi, de cette signature. Mais je voulais savoir s'il n'y avait pas quand même, vous n'avez pas récupéré des contacts ou peut-être un semblant de réseau quand même en passant par la signature, enfin, s'il n'y avait pas quelque chose à récupérer d'autre que cet argent en fait. Grâce à l'argent, on a pu se payer des ingé sons un petit peu plus onéreux, on a pu rencontrer des gens qui ne respectent qu'en réalité que la notoriété et le tampon maison de disque. C'est ce qu'on a pu rencontrer. Et une force de promo aussi un peu plus importante qu'on aurait pu avoir nous. Relative. Moi je suis très nuancé sur ce qu'il est en train de dire. La promo en pub, hein, je parle, plus en marketing qu'en promo. Tu sais, moi j'arrive en marketing. Ouais, ok. En marketing, prendre de la publicité, faire des campagnes de pub, etc. C'est sûr que c'est un véritable levier qui te permet de le faire. Maintenant, en promo pure, c'est les seuls plateaux télé que j'ai fait, c'est grâce à moi que je les ai fait, ces plateaux télé.
c'est moi qui les ai déclenchés. Les gros médias que j'ai pu faire, jusqu'au New York Times, c'est moi-même qui a géré la relation. Donc c'est très relatif. Si tu penses qu'en arrivant en maison de disque, tous les leviers vont s'actionner parce que tu es, ça y est, estampillé Def Jam ou Universal ou Sony, etc. Les médias, ils fonctionnent en réalité un peu comme ça parce que businessment, ils ont des accords avec les maisons de disques. Mais si tu leur plais pas, ils vont simplement faire l'obligatoire et après, ils vont plus jamais parler de toi, tu vois. Mais alors que si tu as la relation directe avec les médias, que si tu prends le temps d'aller les voir, qu'il y a une vraie pédagogie d'explication du combat, du contexte, etc., comme le faisaient Salsa et Alassane sur chaque média, même que moi je faisais énormément, eh bien tu prends une véritable envergure nationale parce que les gens ont compris ce que tu avais à dire précisément et comment le présenter à leurs auditeurs. Donc en maison de disque, ce qu'il en reste au final, très sincèrement, j'ai envie d'être un peu pessimiste pour le coup. C'est une bonne expérience, mais c'est surtout une expérience qui te réconforte et te conforte dans tes propres aptitudes à toi. Tu dis, mais en réalité, ce que je suis en train de faire, c'est un modèle de maison de disque, en vrai. Tout ce qu'on me raconte, c'est, je sais pas, tu vois, 3 personnes qui travaillent sur le digital, par exemple. Je trouve ça tellement énorme. Moi. Un mec qui s'occupe de prendre tes hôtels, enfin, voilà quoi. Après, ça sert à rien, quoi. Après, ce que tu demandais, Ulrich, c'est quand tu es signé, ce que ça peut te faire, ce que une major peut avoir comme impact, ou c'est après, justement après la signature, est-ce que tu gardes ce réseau, est-ce que tu as Après, ouais, surtout après, parce qu'en fait, moi je pense que bon, tous ici on espère, enfin je pense que ceux qui peuvent le faire le feront, rester en indé, parce que bon, ça reste un peu la forme auto-entreprise, quoi, propre patron, du coup pas d'intermédiaire, tout est pour nous. Et du coup, moi je m'étais dit qu'il peut y avoir des signatures qui peuvent être positives dans un sens. Dans le sens où par exemple pour la distribution, je pensais qu'il y avait peut-être des contacts à garder, mais je me demandais aussi si effectivement le côté label major faisait pas, entre guillemets, couper les ponts ou ce genre de... fermer des portes. C'est les différents types de contrats en fait. Et aujourd'hui par exemple, moi j'ai signé un contrat de distrib avec Believe Records. Et ça n'engage en fait qu'au fait qu'il faille ramener le CD, le projet terminé, la galette, et que eux le dupliquent et le mettent en bac. C'est tout ce que ça implique. Et bien sûr, en échange de négociation d'un taux que eux récupèrent, c'est normal comme dans tout deal. Et après, tu as d'autres formes de contrats aussi. Tu as les licences améliorées, tu as différents types de contrats. Si ces types de contrats te permettent, toi, de garder une espèce d'indépendance, toi, dans ta production et dans ta façon de gamberger ta stratégie, tant mieux. Malheureusement, si c'est cloisonnant, si ça t'enferme, si ça te fait reculer sur des idées que tu penses être les bonnes, mais qu'au final, on te fait comprendre par des arguments quasiment que économiques que c'est pas les bons, pose-toi des questions à ce moment-là et tu dis c'est peut-être pas le bon contrat que j'ai. En fait, essayer de faire entrer 3 chaussures dans une boîte à chaussures, ça n'a jamais fonctionné. Donc, essaie de te mettre... bon, voilà, je vais pas donner peut-être la gestion de ma tournée à eux aussi. Je vais la conserver. Je vais pas donner le marketing, je vais le gérer moi-même. Voilà, ce genre de fonctionnement. Aujourd'hui, en maison de disque, tout est faisable. Les maisons de disques, ils arriveront toujours à trouver une formule, un montage juridique pour pouvoir travailler avec toi, si tant est qu'ils pensent que c'est intéressant de travailler avec toi. D'accord. Et j'aurais une dernière petite question, c'est par rapport à la distribution. Alors, je trouve que c'est certainement le point, d'après moi, le plus compliqué en indépendant. Et j'aimerais savoir, en fait, comment vous avez fait par rapport à la distribution. Puisqu'on sait que pouvoir ramener le disque aux 4 coins de la France, dans toutes les FNAC, c'est très compliqué, pouvoir les surveiller aussi. Alors, à l'époque, nous, on pouvait le faire. Avant qu'on crée la boîte de distrib, il y avait le système dans les FNAC, etc., où on faisait du dépôt-vente. Maintenant, c'est plus faisable. Tu peux le faire peut-être dans ta ville, mais pas au national. Nous, on a eu la chance d'amener nos disques à une époque où on pouvait encore le faire. Maintenant, c'est des centrales qui gèrent. C'est des centrales qui gèrent, mais maintenant, la distribution, ça reste quand même le contrat le plus simple à avoir.
faut savoir que le truc le plus simple que tu peux avoir, c'est la distribution. Il y a des sociétés comme Musicas ou comme Believe, à partir du moment où tu as un minimum de buzz et un projet cohérent et artistiquement qui soit un minimum plaisant, où ils savent qu'ils vont pouvoir toucher un public, tu vas pouvoir te faire une petite distrib. Ce sera peut-être pas énorme, hein, mais ils vont peut-être te mettre 300-400 disques en France, ils vont cibler, etc. etc. Ce qu'il faut, c'est juste être sur eux, en fait. Bien les orienter, etc. Faut pas que tu arrives en disant, voilà, tiens, je te donne mon disque, fais-en ce que tu veux, mets-moi-en 500. Il faut que ces gens-là, ils puissent comprendre que toi, tu cibles, que tu es intéressé par ton projet, etc. etc. Mais une distrib, c'est pas très compliqué, hein, finalement. Moi, je connais des gens, des indépendants, dans des petites villes de France, qui ont réussi à se faire distribuer par des musicas, des choses comme ça. C'est vraiment pas compliqué. À partir du moment où tu as un plan promo, un minimum de plan promo, un petit peu de marketing, où tu vas mettre un petit peu d'argent pour faire de la pub, et une base de clients potentiels, normalement tu devrais pouvoir signer une distrib. Ouais, je voulais surtout savoir si c'était faisable entre guillemets avec une équipe et un téléphone, quoi. Aujourd'hui, non. Non. Concrètement, vraiment, c'est pas pour baisser les bras ou quoi que ce soit, mais concrètement, c'est pas possible. Non. Tu vas t'épuiser peut-être à essayer de placer quelques disques au détriment de la valeur que tu devrais créer à côté. La valeur, c'est le rap, c'est la musique, c'est ton domaine. Et je te conseille pas de t'épuiser dans la distribution et de laisser ça peut-être sous-traité, tu vois. Ça, c'est le travail quand même ingrat, la distribution. Moi, j'avais une question. Je pense qu'en indépendant, il faut avoir une volonté, un état d'esprit. Et est-ce que justement, quand on est artiste, mais pas que, on est rappeur, on s'occupe du marketing, etc. Est-ce qu'à un moment, ça pêche pas un peu sur l'artistique? Ou moi, je vais parler pour moi et peut-être pour d'autres, c'est des questions que je me pose où je me dis, vas-y, je vais faire ma com, et du coup, quand tu fais ta com, t'écris pas tes lyrics, etc. Et au bout d'un moment, tu te perds un peu, quoi. Forcément, c'est une réalité de temps. C'est un camembert, et puis si tu divises le camembert, tu arrives bien à t'organiser, tant mieux pour toi. Moi, je fais partie de ceux qui s'organisent très mal, et j'ai envie de toucher à tout, sauf que je ne peux pas toucher à tout. Et j'ai un problème de concentration. Un véritable problème de concentration, c'est si j'ai une faiblesse à t'avouer là aujourd'hui, c'est que j'ai un véritable problème de concentration parce que j'ai ouvert différentes fenêtres dans un mois et je vais essayer de toutes les faire, mais je vais toutes les faire approximativement, malheureusement. Mais voilà, c'est aussi le risque d'être en action. C'est le risque de se dire voilà, je veux à tout prix être dans l'action. Je ne veux pas être un rat de laboratoire, un homme de studio, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de la rue, du rap de rue, la street, je la respire, je la transpire, je suis la rue, etc. Moi, je parle surtout de rat de laboratoire quand je parle de mes confrères. C'est des mecs qui sont dans des studios, qui rentrent dans leur voiture, puis qui rentrent dans un autre studio, dans leur maison, etc. Puis au final, on croise plus les gens de la rue. Il n'y a plus un vrai lien social. Et cette tournée, par exemple, j'ai contribué à la montée. J'ai rédigé moi-même le dossier. Pour te dire vrai, j'ai même créé l'artwork du dossier sur Photoshop, parce que j'ai des petites notions. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Le partenariat. Toutes les images que vous voyez avec les villes deuxième session, Toulouse, machin truc, c'est lui qui les fait. Les partenariats. Et en fait, quand je crois à un projet, quand ce projet-là est pour moi le meilleur sur le moment, je vais travailler à 100% sur ce projet-là. Le projet du camion, j'aurais très bien pu ne faire que répéter avec mes potes, puis venir en concert, ne faire que rapper mon concert. Mais non, quand tu es entier, quand tu es en indépendant, quand tu souhaites créer du lien social, aller en dehors même des frontières là, du rap, tu te dois forcément de mettre les mains dans le moteur, de regarder où est-ce que tu peux te rendre utile. Voilà, la nature a horreur du vide. Et moi, j'essaie justement de combler les vides de la nature dans un domaine ou dans un autre. Alors forcément, ça empathie sur la création artistique, forcément. Mais c'est un choix, je l'assume. J'ai envie d'être autre chose que simplement un rappeur. Le financement de votre tournée, ça vient d'où, le financement? Des partenaires, certains partenaires qui nous ont aidés. Et on est à une capacité
de 60% d'autofinancement. C'est énorme dans un dossier, n'importe qui vous le dira quand vous allez chercher des partenaires. Être au-delà de 60%, c'est déjà assez méritant. Et on est dans cette capacité-là. Voilà. J'avais une autre question. Vous avez commencé jeune, en plus d'In Record au départ c'était une association, si je dis pas de bêtises. Ouais, Nécessité, l'association Nécessité. Comment ça se passe quand on débute? Est-ce que vous avez eu un taf à côté et pendant combien de temps et comment vous l'avez géré? La plupart, oui. Et c'était quoi ton taf? Moi j'étais responsable de recrutement, chef de rayon chez Castorama. Voilà. Ah, tu vois. On a tous eu, enfin une grande partie, pas les artistes, les artistes sont arrivés à un moment donné où moi, j'ai ils étaient à l'école, Medine a bossé dans le label, comme je disais tout à l'heure, Brave aussi, Tiers-Monde était comptable. Ce qu'on voit dans le DVD. Voilà, en fait on créait des emplois au sein de notre association pour nos artistes. Mais c'était à la gorge. Hein. Ouais, c'était pas 2000 € par mois. Hein. Non, c'était... moi je me souviens, c'était en 2004. Tu veux quoi, un CAE, non? Même pas. J'avais un demi-CAE, moi. J'étais en mi-temps, mais je travaillais en 300 fois plus. Et je venais de me marier à ce moment-là. Je venais de quitter chez mes parents. C'était la guerre. C'était la guerre. Mais je le regrette pas. Je le regrette pas parce que c'est un sacrifice à faire. Voilà, pendant 2 ans, j'ai bien galéré. Financièrement, c'était très compliqué. Et puis après, comme j'ai pas arrêté de travailler pendant cette galère-là, bah au final, tu récoltes ce que tu as semé pendant 2 ans. Et ça devient tout de suite un peu moins compliqué 2 ans plus tard. C'est des sacrifices. Et certains avaient, comme Salsa par exemple, lui il avait un emploi jeune, il était animateur. Et en gros, à partir du moment où on a pu financièrement assumer nos propres salaires, on l'a fait. Mais avant ça, on avait tous des trucs à côté. Ouais. Et honnêtement, financièrement, c'est quoi qui rapporte le plus? En fait, c'est tout ce qui est merchandising ou c'est la musique? Logiquement, c'est pas la musique, surtout actuellement. Ça devient, en tant qu'indépendant, ça devient intéressant aujourd'hui de faire de la musique. Ça devient intéressant parce que les labels commencent à vraiment prendre au sérieux la force commerciale de ce rap. Donc quand tu viens avec ton produit fini et que tu signes un contrat de distrib ou une licence, etc., tu peux t'en retrouver avec de très gros montants d'avance. Ça ne reste que des avances. Parce que c'est des avances qui sont calculées sur ce que potentiellement tu pourrais vendre, sur ce que tu as vendu sur le précédent, etc. Donc ça peut te mettre à l'abri. Puis après, tu as les droits d'auteur. Si jamais tu es inscrit aux organismes qu'il faut, les droits d'auteur, les droits d'interprète, etc., qui te couvrent. Alors, j'essaie de te faire ça dans l'ordre pour que tu aies le schéma. Je pense que les royalties, c'est la première source de revenus. La seconde, ce serait les droits d'auteur, je pense. Puis la troisième, tu as les concerts, les spectacles vivants. C'est ça qui va te permettre d'avoir une régularité. C'est du quotidien, en fait. Voilà. Puis après, en quatrième lieu, le merchandising. Sauf pour les gros artistes comme Booba, je pense, où le merchandising aujourd'hui est 3 fois, voire 4 fois supérieur à la rentabilité. Mais là, on n'est plus sur du merch, on est plus sur une marque. On est sur de la marque, là. Là, c'est du commerce. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je voulais revenir un peu au débat du début et donc à l'explication que Rémi avait donné, la naissance de Dean Records et tout ça, et l'idée des couteaux suisses, parce que j'ai l'impression qu'on voit un peu évoluer, c'est pas une impression, le milieu de l'indépendance, ça évolue aussi, et on parlait tout à l'heure d'équipes. Là où je trouvais où Dean Records avait été innovant, c'est que dès le début, vous avez voulu monter en équipe, faire tout vous-même, et ce qu'on voit se profiler aujourd'hui, c'est que autour d'un artiste, maintenant, on a l'impression qu'il faut qu'il ait une équipe qui maîtrise son image, sa vidéo, ses nombres de vues. C'est positif. C'est positif, et en même temps, je me dis, est-ce que, du coup, cette histoire de signature, et comme dit Flint, maintenant, les majeurs assignent un nombre de vues, ça me fait penser que, voilà, en fait, au final, tout le monde fait leur taf, quoi. Au final, les indépendants font le taf des majors, et les mecs prennent un produit fini, une équipe qui est déjà en place, qui maîtrise une image, qui maîtrise un son. Ça les arrange, hein. Enfin, ça les arrange et ça les arrange pas. Ça les arrange parce qu'ils travaillent moins, et ça les arrange pas parce que justement derrière, comme disait Medine, on fait de l'audit, quoi. Ils sont plus exigeants. Après, c'est le jeu. Ça a toujours été le jeu. Là où est-ce qu'il ne faut pas se tromper, c'est
d'être dans la séduction de la maison de disques. Faut pas oublier que tu es dans la... Si c'est une vocation pour toi, le rap ou n'importe quelle musique, il faut que tu sois dans la séduction d'un public, dans essayer de les séduire pour que ton message aille là où est-ce que tu as envie qu'il aille. Si tant est que tu en aies un de message. Mais il ne faut pas être dans la séduction de la maison de disques. Certains travaillent, c'est vrai, de façon purement commerciale. On va gonfler le nombre de vues, on va faire une espèce de coquille vide même de nos artistes pour décrocher un gros contrat avec une grosse somme. Le coup, tu le fais une fois, tu le fais pas deux. Derrière, tu risques de faire tomber la supercherie à n'importe quel moment. Le moindre petit coup de vent, ça peut te faire vaciller de ta carrière. Le moindre freestyle, allez, c'est le moment. Il n'y a pas de drop en studio, vas-y, on va kicker. On va voir ce que ça va donner. Puis tu te rends compte que les mecs, c'est des épouvantails. Et ça tient qu'à un moment, ça. Ça tient, oui, et t'arrives à tenir ce mensonge-là pendant un certain moment. Mais voilà, l'idée, c'est pas séduire la maison de disques. C'est séduire le public avant tout. De ne pas se tromper de combat. Votre message, c'est quoi, en fait? Oh, il est long, madame. Oui? Il est très long. Il est très long. Si je peux le résumer en un mot, ce serait émancipation. À tout prix. Émancipation des discours polluants, des discours de populistes. Émancipation face à l'aliénation qu'on a subie, qu'elle soit sociale, qu'elle soit mercantile. Il y a une certaine forme d'aliénation qui a été portée par nos parents, qui continue à être véhiculée dans une espèce de culture aseptisée qui existe aujourd'hui en France à travers différents courants. L'idée, c'est de s'émanciper de ça. C'est pour ça qu'on fait de l'indépendance, de s'émanciper des grands modèles qui nous donnent perdants sur le papier et qui se donnent eux gagnants et puissants de ce monde-là. Non, il y a les petits Gaulois qui sont là et qui résistent et qui font mentir les puissants. C'est ça, c'est s'émanciper de tous ces discours-là. En un mot. Je ne peux pas faire plus court, madame. Oui. Est-ce que vous considérez d'Ordinary Records les maisons de disques comme des partenaires ou comme des concurrents? C'est des partenaires ponctuels. Ponctuellement, c'est des partenaires. Ça n'a jamais été des concurrents en réalité. Les concurrents, c'est sur le terrain artistique. C'est les autres rappeurs. C'est ceux-là nos concurrents. Ça peut être nos confrères. Et cette concurrence, ça peut être positive. Moi, personnellement, j'ai très positivé la concurrence là, du rap français. Elle me stimule énormément. C'est un challenge que je prends très au sérieux, d'adapter la musique, de traverser les époques, d'être toujours à la pointe de la modernité, de la technologie. J'ai très positivé ça. D'autres le positivent beaucoup moins et ça devient périlleux même pour eux. On voit des traits de caractère de leur personnalité qui ressortent dans ces affrontements et dans ces querelles. Tant pis pour eux, quoi. Tant pis pour eux. S'ils aiment s'empoisonner la vie avec une compétition qui en réalité n'est que saine en réalité. Hein. C'est que positif que d'être le meilleur dans un domaine, de vouloir être le meilleur dans un domaine ou dans un autre en réalité. Mais tant pis pour eux. Voilà. Moi, j'ai très positivé la concurrence avec mes confrères. Donc moi, j'ai juste une question. Je voulais savoir, est-ce qu'actuellement tu es signé encore en maison X ou pas du tout? J'ai un contrat de distribution avec Believe. C'est-à-dire que... C'est Believe tout court. Believe Digital. Il faut que je termine un album pour eux. Okay. Et eux vont le mettre en bac. C'est tout ce qu'ils vont faire. Mais c'est pas signé en maison de disque, hein, ça. Ça, c'est de toute façon, c'est le modèle économique qu'on aura toujours en fait. T'es obligé d'avoir au moins une distribution. Vous faites toujours le hard copy aussi. Ils prennent combien pour Oui. ça? Ça, c'est nous qui la gérons. Ils prennent. Eux, ils font simplement de dupliquer, de mettre en boîte et de l'envoyer dans les magasins. En C'est gros, tout ce qu'ils font. Le pourcentage, si tu prends sur la globalité, le physique et le digital, c'est 65-35. 35 pour eux, 65 pour nous. En général, ouais, c'est ça. Si j'ai souvenir du DVD, ça fait un moment maintenant que je l'avais, mais c'est très bien expliqué la distrib, parce que donc c'était
du manufacturé, c'était emballé dans les cartons, les nuits à remplir les cartons, et le matin ça partait à la poste dans les points de vente. Donc je vous conseille de regarder le DVD, vous aurez vraiment une bonne idée de ce que ça peut être, de faire ça soi-même. C'est pour ça que je disais, à un moment donné, c'est peut-être très ingrat, et c'est un métier quand même à part entière à faire. Mais regardez le prix de l'indépendance, ça vaut le coup, vous aurez une bonne idée du travail. Pourquoi pas le prix de l'indépendance 2015 Depuis longtemps, on en parle depuis, si tu savais depuis le nombre d'années où on en parle, cette discussion-là, on en parle depuis des années et on manque de temps, tout simplement en fait. Mais sinon on le ferait. On aimerait le refaire. L'évolution. On aimerait vraiment le refaire. Ça fait. Voilà, du premier, quoi, moi je crois que depuis que je suis à Dean Records, on en parle quoi. C'est vrai, voilà. Pourquoi ne pas produire de nouveaux artistes pour renouveler Dean Records? On le fait. On le fait, ouais. On a une nouvelle politique depuis quelques temps. C'est qu'on ouvre la signature à de nouveaux artistes, à de nouveaux talents, des jeunes et de toute la France, pas que de la ville du Havre. Mais qui sont en centre de formation actuellement. Ouais. Donc on n'en parle pas encore parce qu'ils sont encore en centre de formation. Mais c'est un vrai centre de formation. Ils viennent chez nous au Havre et on les muscle, on muscle leur jeu. Voilà. Comment dire, c'est dans le même état d'esprit après des jeunes que vous recrutez entre guillemets ou vous êtes prêts à... Il y a un micro je crois. Vous êtes prêts par exemple à produire quelque chose qui est complètement différent en fait. Non. Mais qui restera du hip-hop quoi. À moi dans sa scène prod je pense sincèrement nos valeurs c'est ce qui nous a fait et c'est ce qui nous continue à nous faire. Donc on peut pas aller en fait faire autre chose qui ne soit pas de nos valeurs quoi. Ça, après, quand je dis autre chose, c'est pas spécialement de la musique actuelle qu'on entend en radio avec des vocodeurs, des trucs comme ça, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais d'autres groupes qui sont dans d'autres délires en fait. C'est vraiment l'humain pour nous il compte énormément en fait. Les valeurs humaines et les valeurs intrinsèques qu'on a nous depuis, qu'on a hors rap en fait, c'est beaucoup plus important pour nous que la musique. Donc quoi qu'il arrive, ce truc-là, on le gardera toujours. Après attention à pas confondre valeur et valeur communautaire. Attention, quand on parle de valeur, ça a un sens universel. Ouais. Ça a un sens humain, humaniste, clairement. C'est des valeurs qu'on s'est fixées depuis le début et qui ont toujours été payantes pour nous. Ça a été un espèce de garde-fou. Maintenant, tu sais, tu peux très bien être un humoriste et être très percutant dans ce que tu dis, très provocateur même, aller très loin. Et tu peux correspondre à l'éthique de Dean Records en quelque sorte. Tu peux être quelqu'un qui, je sais pas, tu fais du reggae, tu es un rasta, tu es rastafari, tu crois en cette croyance, etc. Mais ton mode de vie et ce que tu prônes dans ton message peut correspondre à l'éthique d'In Records. Il ne s'agit pas de sectariser, de communautariser les choses. Non, c'est simplement, on a décidé de se rendre utile. C'est ça d'In Records en fait. C'est se rendre utile. Se rendre utile, ça peut être simplement du divertissement. Quand tu divertis quelqu'un, tu te rends utile. Tu le fais décompresser d'une semaine qui a été très compliquée pour lui. Tu te rends utile. Et de la même façon que quand tu as un discours très politisé, très documenté, très référencé, tu te rends utile aussi. Mais c'est moins évident de voir l'utilité dans le divertissement. Dean Records, on essaie d'être des spécialistes dans l'utilité justement. De voir que il y a un spectre assez large parmi les artistes et on peut se rendre utile à travers différentes voies. C'est pour ça qu'on a ouvert justement ces derniers temps à des signatures beaucoup plus jeunes et de toute la France qui sont en sorte de formation, qui sont au centre de formation en ce moment. Pour l'instant que dans le rap. C'est notre métier, c'est ce qu'on sait faire. On n'a pas encore assez d'expérience dans d'autres domaines. Bien que Brave est en train d'ouvrir une voie, il ouvre une voie plus vers le rock, la pop, etc. Voilà, c'est Brave qui trace le chemin. Moi, j'ai choisi le chemin du rap hardcore, donc pour l'instant, on a beaucoup de rappeurs hardcore avec nous. Pardon. C'est pas un choix, c'est une espèce de casting, une sélection naturelle qui s'est faite, mais les petits gars du rock et de la pop vont pas tarder, je pense.
m'appelle Lewis. Salut Lewis. Rappeur de la ville toulousaine, comme d'hab. Moi, ma question, ça serait plus par rapport à votre assaut. Comment vous arrivez à gérer la frustration entre rappeurs s'il y en a un qui est plus mis en avant que l'autre? C'est pas vraiment de la frustration, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit c'est le plus prolifique et celui qui travaille le plus, c'est au mérite en fait. Là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si Medine a sorti autant d'albums, c'est parce qu'il est prolifique. C'est pas du tout, il n'y a pas de on met lui en avant parce qu'on préfère lui, c'est pas du tout ça. Hein. Ouais, c'est uniquement le travail qui est chez nous, c'est que le travail. C'est pas un choix de préférence, c'est du tout un choix de travail. C'est la valeur travail qui détermine le tout. Si tu es le plus productif, si tu es le plus demandeur, forcément tu seras celui qui sera le plus plébiscité. Après voilà, c'est pas non plus tout rose. Hein. Il y a des réalités de gestion humaine à avoir au sein d'un label. Nous on a un gros avantage, c'est qu'on a grandi ensemble. C'est que avec Brave, avec Tiers-Monde, depuis la maternelle on est ensemble. Ce qui fait qu'on se connaît très bien. Et aujourd'hui, tout le monde peut sortir son album, avoir sa propre tournée. Regarde, aujourd'hui, on n'est pas ensemble. Il n'y a ni Tiers-Monde, il n'y a ni Brave. Il y a d'autres personnes avec moi. Mais ça ne présage rien en réalité. C'est juste que c'est leur travail désormais qui va déterminer s'ils méritent d'être plus connus qu'un Medine. C'est leur travail qui va déterminer le tout. Et au-delà de ça, il n'y a vraiment pas du tout de jalousie parce que, tu vois, sur Medine, Tiers-Monde et Brave, c'était des backers. Ils ont fait le choix, eux aussi, de se mettre un petit peu en retrait et de l'aider au développement parce que, tu vois, et si demain, Medine, Tiers-Monde a besoin de lui pour backer, Medine, il va y aller. Voilà. C'est intéressant. Et du coup, là, j'aurais une question un peu plus personnelle par rapport à toi et par rapport à ta carrière jusqu'à que tu as mis en place là depuis. J'aurais aimé savoir qu'est-ce que ça fait, quelle psychologie tu as en ce moment, toi, le fait que passer de major à revenir, on va dire, un peu aux sources en revenant avec les bases, en partant avec les collègues et tout ça. Quelle psychologie que tu t'adoptes là pour le prochain album? Comment tu te sens un peu après par rapport à ça? J'ai goûté à un monde. C'est le monde des professionnels. J'ai rencontré beaucoup de rappeurs. J'ai eu le temps d'être déçu, j'ai eu le temps d'être honoré. J'ai rencontré un véritable monde. Et plus je connais ce monde-là, plus j'ai envie de le tuer. C'est pour ça que dans un morceau, je répète souvent, je vais tuer ce métier. Je vais tuer ce métier. Mais c'est par amour. C'est passionnel. C'est un crime passionnel parce que je pense que trop de gens ne respectent plus ce métier. Ne respectent plus le rap, ne respectent plus le hip-hop. Il y en a qui disent c'est secondaire pour moi. Moi, c'est la rue avant tout. C'est secondaire. Le rap, je fais ça pour rigoler, tu vois. Moi, ce discours-là, il m'énerve. Le rap, je le respecte. Le rap, il m'a élevé. Il a en partie élevé toute une génération. Et je veux lui rendre ce qu'il m'a donné. J'ai cette éducation-là. Élevé à tous les sens du terme, élevé d'ailleurs. Élevé en tous les sens du terme, exactement. Dans l'éducation aussi. Et j'ai une belle famille qui est asiatique. Quand tu brises un objet ou quand tu brûles une voiture ou une moto, etc., eh bien, ils ont des larmes quasiment. En fait, ils accordent une âme à chaque chose. Ils mettent une âme dans chaque chose. Et c'est leur éducation, c'est leur spiritualité que je respecte énormément. Moi, je mets une âme au rap. Et je crois qu'il faut lui rendre ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous procure au quotidien. Ça n'est pas religieuiser le rap, ça n'est pas en faire un dogme, etc. C'est simplement avoir l'esprit de reconnaissance. Et donc, mon état d'esprit, si tu me le demandes, c'est que je veux honorer cette musique en lui donnant les meilleurs textes possibles, les meilleures sonorités possibles. Je veux tuer ce métier par la qualité. C'est de cette façon-là. Penses-tu qu'en prenant ce choix directif d'aller justement dans l'univers des codes qui se fait maintenant, penses-tu que ton message il passera mieux que ce que tu pouvais faire
bien avant. Qu'est-ce qui pourrait, toi vraiment, qu'est-ce qui pourrait changer par rapport à tout ça? Enfin, quelle crainte tu peux avoir par rapport à ce projet? Plus que les... J'ai la crainte de m'empâter. J'ai la crainte de me conforter, de me complaire dans un style de rap des années 80 que je sais faire, qui est assez facile, prendre les mêmes recettes et contenter un public. Ça, c'est ma phobie. Ça, c'est être un menteur, c'est se cacher derrière ses acquis. Là où est-ce que je me sens le mieux, c'est dans la stimulation des nouvelles prods. Tiens, les mecs, ils arrivent avec un nouveau courant qu'on appelle le trap. Mais c'est les gangsters qui font ça. Ça vient de Chicago, c'est pas pour toi. Comment c'est pas pour moi? D'où tu me dis, toi, c'est pas pour moi. Pour commencer. Comment tu te permets, toi, de dire que c'est pas pour moi? C'est parce que tu as dit que c'est pas pour moi que je vais te montrer que je suis le meilleur dans ce domaine-là aussi. Donc, quand je me mets à faire du trap, je fais pas du trap parce que commercialement c'est cool, c'est la tendance actuelle. C'est parce que je transpire cette musique, je la ressens, je la comprends. Les infrabasses, elles déclenchent quelque chose de nouveau chez moi. Je dis merde, ils ont compris. Ils ont compris sur quel levier il fallait appuyer. Et moi je me dis, puisqu'ils appuient sur mes leviers à moi comme ça, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le rap, ça me fait encore cet effet-là 20 ans plus tard. Je me dis, mais quel effet ça doit avoir sur les petits aujourd'hui qui découvrent cette tendance-là? Je dis, finalement, c'est peut-être la meilleure façon de faire passer un message, en utilisant ces infrabasses-là. Et la structure du trap aujourd'hui, quoi qu'on en pense, hein, certains vont dire, ouais, mais non, c'est trop vulgaire, regarde, c'est de la répétition, c'est cacophonique, etc. Moi, je crois que la trap est en train de sauver le rap, est en train de sauver la musique à texte, pour te dire la vérité. C'est là où est-ce qu'on doit être le plus concis et de résumer ce qu'on aurait dit sur 24 mesures dans les années 80, qu'on doit le dire sur 4 mesures là, dès maintenant. C'est l'esprit de synthèse. Et pour moi, l'intelligence, c'est l'esprit de synthèse. Donc je ne peux pas renier mes propres principes, ce que je pense, sous prétexte que parce que le rap serait un véhicule utilisé par des gangsters, des mecs qui racontent leur thug life toute la journée. Mais non, au contraire. Je vais utiliser ce véhicule-là et libre à moi d'y mettre ce que je veux à l'intérieur. Voilà mon état d'esprit. Ouais. J'ai pas réussi, mon frère. J'ai pas réussi encore. Je pense pas que je vais réussir. De quoi? De se construire une carrière, de faire des tournées, ce genre de choses-là? Ah. C'est le soutien. C'est le soutien. Le soutien, encore une fois, des meneurs d'hommes et des grands frères. Quand toi, tu n'y crois plus, eux, ils continuent à y croire. Quand toi, tu te dis, ouais, mais c'est chiant de passer autant de temps pour si peu de résultats au final, bah, t'en as qui continuent à y croire autour, qui sont visionnaires, qui vont un peu plus loin que toi. Ouais, c'est ça, c'est le soutien. Yes. Je voulais savoir, justement, pour rebondir, que tu nous parles un peu de ta relation avec Proof, parce que c'était encore un peu ton alter ego, beatmaker, et psychologiquement et même artistiquement, pour te relancer quand tu étais dans le mou, ou quand toi tu mets des coups de pied aux fesses, parce que c'est pour pas. Comment ça se passe ce rapport-là? C'est intéressant. Alors, il y a Proof et il y a Salsa. C'est mon trinôme. On fonctionne vraiment en trinôme. Proof, c'est le beatmaker. C'est le beatmaker qui est plus qu'un beatmaker, qui apporte une touche de réalisation, qui peut avoir une vraie vision sur une construction d'album. J'ai grandi avec lui encore une fois. On se connaît depuis très longtemps. C'est un caractère très particulier, Proof. Très exclusif, très possessif. Si demain je vais poser sur une prod de quelqu'un d'autre, c'est des scènes de ménage. C'est des scènes de ménage qui se déroulent, mais c'est grâce à ça qu'il est le meilleur, selon moi. C'est grâce à ça qu'il me sert comme personne ne peut me servir. Voilà, c'est une véritable alchimie. Chaque fois que je lui demande quelque chose, il vise... Oui. Personnellement, t'aimerais pas essayer d'autres choses, par exemple? Si, j'aimerais bien. Avec des musiciens? J'aimerais bien, mais à cause de cette relation, je me sens un peu piégé. T'auras pas de musique aussi. C'est intéressant. J'ai envie de travailler avec d'autres beatmakers, hein, mais j'ai pas envie de casser cette relation. Elle est trop importante et surtout, il est vraiment très fort, Proof.
vous parle honnêtement. Hein. Là, il est pas là, je peux raconter ce que je veux. C'est pas grave, il le découvrira. Peut-être qu'il se remettra en question. Quel genre de message vous pourrez nous apporter à nous qui voulons se lancer dans ce milieu-là et un peu des appréhensions et tout ce qu'on pourrait vraiment croiser par rapport à tout ce que nous ici, ce qu'on veut faire par rapport à ce métier. C'est l'humain, la gestion des hommes. Mettre de côté de temps en temps son ego, essayer de ne pas aller au... Allez, même si t'es une grande gueule, tu vois, essayer de pas trop aller au clash avec les tiens, de te construire ta propre équipe. Tu sais, ils sont tes gars sûrs, 2-3 personnes. Hein. Faut pas que ça aille trop au-delà. Après, quand il y a trop de regards, trop d'oreilles qui donnent leurs avis, tu finis par ne plus rien faire après. C'est toi qui connais ton entourage et c'est toi qui sais qui est-ce qui a le bon conseil. S'entourer de gens de bons conseils, c'est ce qu'il y a de plus dur selon moi dans ce domaine. Et même dans beaucoup d'autres domaines. D'avoir des gens qui sont pas forcément des professionnels, hein. Des gens qui n'ont peut-être rien à voir avec ce domaine-là. Mais quand il te parle avec une sincérité et il te dit les choses clairement. Non, quand tu dis ça, par exemple, je le comprends pas. Ou quand tu rappes de cette façon-là, ça te va pas. Tu vois, mais des gens qui te font des critiques et des remarques qui sont constructives. Et c'est la denrée la plus rare dans ce domaine-là. J'ai un ami, moi, qui s'appelle Kerry James, qui manque de cette denrée-là, qui a du mal à s'entourer. Il change tout le temps de manager, il change tout le temps de réalisateur. Il arrive à faire sa carrière, hein, parce que c'est un gros caractère, c'est un tempérament, c'est un meneur, voilà. Mais tout de même, si il a des tiraillements, etc., je sais que c'est aussi en partie à ça. Et quand il nous voit, je vois son enthousiasme devant la cohésion de notre groupe, je sais que ça lui fait envie. Je sais que ça lui fait terriblement envie. Et je crois que c'est la denrée la plus rare. C'est par là qu'il faut commencer. Construire ton équipe de 2-3 personnes maximum qui vont te suivre et qui vont aller avec toi jusqu'au bout. Et qui veut voyager ménage sa monture. Et l'endurance et la persévérance aussi. Surtout l'endurance. Et moi, si je peux rajouter un petit truc qui lie tout ça et qui fait appel aussi au débat qu'on a pu avoir quand vous avez fait venir il y a déjà des années et tout. Je t'avais posé une question en te disant, quand vous avez monté Dean Records et tout là-bas au Havre, est-ce que vous aviez autour de vous vraiment un collectif hip-hop, c'est-à-dire d'autres disciplines hip-hop? Parce que ici, nous, on regroupe tout un réseau des cultures urbaines. Il y a toutes les disciplines de la culture hip-hop, il y a les sports urbains, il y a beaucoup de choses. Et tu m'avais dit, non, nous, c'est pas forcément un héritage hip-hop, c'est plutôt un héritage rap français. Ça m'avait fait cogiter, cette différence de termes. Et je me dis, au final, je vous remercie d'être là, parce que franchement, ça, c'est une démarche hip-hop. Pouvoir partager avec des gars qui sont en développement, qui ont envie de poser des questions, qui sont là pour qui se questionnent sur si on peut appeler ça un métier. Moi, je dirais ça avant tout une passion. Moi, j'ai envie de leur dire aussi, c'est avant tout garder votre passion. Si ça doit devenir un métier, tant mieux, mais d'abord c'est une passion. Et puis ça va pas changer. Je veux dire, voilà, t'es en pleine carrière, il y a plein de choses, il y a plein de gens derrière toi, t'es passé par une major, t'es revenu à l'ND et tout. Mais après plus de 10 ans, tu es encore là face aux gens, venir les rencontrer et tout. Et ça c'est hip-hop et c'est le do-it-yourself aussi que j'ai aimé dans Dean Records, de faire tout eux-mêmes. Donc voilà, faites vous-même. Vous avez à attendre après personne pour faire de la musique. Donc faites de la musique. Après c'est compliqué, c'est dur, on prend des coups. L'idée c'est de ne pas tomber et de garder son cap. Voilà, c'est des concepts un peu pompeux ce que je vous donne, mais au final ça reste vrai. Ça reste vrai. De garder son cap, de bien s'entourer. Et puis si tu as trouvé ça hip-hop, bah c'est qu'on est un peu hip-hop au final. On n'est pas que rap français. Bien sûr. Ça me va. Et le hip-hop, vous savez où est-ce qu'il est aujourd'hui? Il n'est pas en France, il est en Afrique, le hip-hop. Si vous avez eu le temps de voyager un peu, de rencontrer des artistes, eux sont vraiment hip-hop. Sénégal, Mauritanie, Algérie, Maroc. C'est bien de le redire.
Ouais. Je peux le redire? Le hip-hop est en Afrique. Non mais vraiment, l'esprit hip-hop est là-bas. Robert de KDD, qui est aussi formateur d'une bonne partie de stagiaires qu'il y a ici aussi. Bah écoutez, c'est un honneur. C'est terminé? Je sais pas s'il y a d'autres questions. Merci. Attendez. Pas trop vite, il y a encore une question. Moi, c'est... Question qui fâche. Non, musicalement, question qui détend du coup, normalement. Ouais, musicalement, c'est quoi commencer une journée de travail pour toi? Musicalement, j'entends, donc pas dans un cadre où tu dois travailler sur Dean Records, tu as des coups de fil à passer, tout ça. Musicalement, tu es dans un cadre de création. Comment se passe une bonne journée de travail? C'est quoi une bonne journée de travail? C'est quoi une mauvaise journée de travail? Musicalement. Déjà, toutes mes journées sont organisées autour des repas. Déjà. C'est bon ça. C'est important. En fait, je planifie mes repas, après je planifie le travail. Donc je sais que je vais prendre un brunch à 11h, je sais qu'à 13h je vais bien manger. Si je sais que je vais mal manger au goûter et au dîner, je vais mal travailler. Donc en fait, il faut que je sécurise d'abord tous ces repas-là. Tous ces besoins physiques. Voilà, tous ces besoins-là sont sécurisés. Après, on peut travailler. Et je rentre en transe, moi. Je te dis la vérité, je rentre en transe. Je travaille torse nu. Je travaille avec une touffe de poils comme ça. Et je me mets à rapper tout seul dans ma chambre. Des fois, mon fils, il ouvre la porte, il regarde. J'ai dit, sors, dépêche-toi. Il repart. Et je suis en colère, en fait, quand je rappe. Je suis vraiment en colère. Je suis en colère, je visualise des gens, je visualise des concepts, je visualise des idées. Et je les trucide. Je suis en colère quand je rappe. Pour moi, le rap, c'est de la subversivité, c'est de la provocation, c'est de la transgression. J'ai pas envie que le rap, moi, rentre dans des galeries d'art, ça me fait chier. Ça m'emmerde, ça m'intéresse pas, moi, d'aller voir une expo sur ce qu'a été le rap, ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il devrait être. Je me fais chier. Moi, je veux que le rap dérange. Je veux que le rap bouscule. C'est là où est-ce qu'il est le plus intéressant, selon moi. L'art sans subversivité, c'est du divertissement, c'est de la masturbation intellectuelle, c'est ce que tu veux. Désolé d'être un peu dur, mais quand je rentre en création, je suis en transe, je me transforme. Je suis un Pokémon, un DBZ, tout ce que tu veux. Je me transforme vraiment. Merci. Ouais. J'ai une petite question. En fait, dans l'écurie que vous avez au Havre, là, vous prenez que des rappeurs ou des compositeurs, des DJ? Des compositeurs, ouais. Si, très bien. Non, mais là, c'est une très bonne question. Il y a Proof, en fait, qui a monté sa pool qui s'appelle Bulletproof Music. Et il a différents beatmakers autour de lui, avec lesquels il évolue. Donc déjà, c'est déjà une ouverture. Et puis, Salsa aussi développe d'autres beatmakers du label Dean Records. Donc complètement. Tu as bien raison de poser cette question-là. Dans le camion, est-ce que vous amenez tout le matériel ou c'est avec On amène les tout. associations? On a tout. Sauf les gens, on peut pas les amener. C'est tout. Il n'y a pas une deuxième remorque qui peut se faire Pour mettre plus de gens? Ouais, ça aurait été cool, j'avoue, c'est pas une mauvaise idée. Gros camion là. Ouais, mais tu sais, tu traverses pas la France avec ça. Parce que tu fais des envies. En fait, ça devient très privé quand même. C'est ça. 40 personnes là, c'est bon. Ça cultive la rareté. En fait. Ouais, c'est ça même. C'est le principe, c'est les premiers arrivés, les premiers servis. Voilà, c'est ça. C'est une compétition encore. C'est encore L'année prochaine, Inch'Allah. Encore, on a mis 2 horaires aujourd'hui parce que la première était complète en quelques heures. Tu voulais dire autre chose? Ouais. Il y avait d'autres questions? Tu disais que tu rentrais en transe pendant que tu composais. Comment tu fais pour réussir à faire part avec Proof, puisque du coup tu fais beaucoup avec lui? Comment tu fais pour réussir comment vous faites pour bien réussir à vous comprendre? Comment il fait pour concrétiser tes idées? Comment tu fais pour comprendre les siennes? Si tu rentres en transe, c'est donc que mentalement tu te retrouves seul, mais aussi dans ton processus de création. Comment vous faites pour arriver à un truc fait à deux? Il y a un troisième homme là-dedans, ouais, c'est Alassane. Salsa, Salsa, c'est le troisième homme qui fait le lien à chaque fois. Prof et moi, on se connaît tellement que des fois on n'a même plus besoin de parler pour savoir ce qui va fonctionner. Il laisse tourner une prod, il voit que je suis en train de me rouler par terre sur sa prod, et il me dit vas-y, je te l'envoie et fais ce que tu as à faire dessus.
Et parfois, c'est pas aussi logique que ça. Des fois, je reconnais pas que la prod a une sonorité qui pourrait correspondre à un texte, ou alors l'inverse. Proof n'est pas stimulé par l'un de mes textes. Par exemple, Proof, je ne l'inclus pas au processus du maquettage. Dans le maquettage, Proof n'intervient pas. Lui, il me donne la prod, moi j'écris, je vais maqueter, et c'est Salsa qui rentre dans le studio là pour porter un premier jugement sur la maquette. C'est lui qui a le premier œil, la première oreille plutôt pour juger. Et il dit c'est bon, c'est pas bon, muscle ça, cette idée-là je ne l'ai pas comprise, développe-la, cette référence-là elle est trop compliquée. On passe le premier texte au filtre et je dois revenir une deuxième fois avec quelque chose de plus abouti. Et là, Proof arrive et dit ah, c'est pas mal, ou alors c'est de la merde. Mais en général, quand Salsa est passé avant, là c'est déjà passé à la douane, donc ça va. Et lui recompose derrière par rapport à ce que j'ai dit. Il dit c'est bon, je vois où est-ce qu'il va le morceau. Et il fait une V2 de l'instru qu'il m'a envoyé. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y aura certainement une V3. Et bien souvent, c'est la V4 sur laquelle on s'arrête. Si ça va au-delà, c'est qu'on rentre dans un débat trop compliqué. Tout le monde veut donner son avis. Salsa n'est pas d'accord sur la direction. Je suis pas d'accord. Proof n'est pas d'accord. Dès que ça dépasse la V4, c'est mort. On va plus s'en sortir. Ouais. En fait, à ce que je comprends là, ça fait que Proof il compose, puis après il arrange. C'est ça. Proof, il fait une base d'instru. Voilà, après il arrange vraiment. Exactement. Avec la maquette. Ouais. En fait, t'as pas un arrangeur, c'est ton beat, c'est ton compositeur. Exactement. Et le réalisateur, donc c'est le réalisateur qui te choisit s'il commence par un couplet, s'il commence par un refrain, tout ça là, ou c'est toi qui choisis. Au tout départ, c'est moi qui impulse quand même le texte et la structure là, du morceau. Après, forcément, ça peut arriver et dire ah, le couplet il est long, tu veux pas le trancher, etc. Tu vois. En 16 mesures, voilà, exactement. On est dans une vraie discussion comme ça et moi ça me soulage énormément. Parce que quand tu es un rappeur et que tu as la tête dans le guidon, tu écris. Tu crois que ton 64 mesures, les gens ils vont le capter, mais il faut adapter aujourd'hui. Il faut rafraîchir, il faut mettre des ponts musicaux pour que les gens ils réencaissent l'idée derrière, que tu les laisses souffler un peu. Il y a une vraie science là-dedans. C'est une véritable science et tout le monde ne l'a pas. Moi, j'ai fini par l'avoir parce que j'étais au contact de ceux qui l'avaient, cette science-là. Mais elle n'est pas innée chez moi. J'ai dû travailler. C'est le mieux comme ça. En fait, c'est le mieux. Je me sens très bien en tout cas. L'éditeur, en fait, il arrange parce qu'il n'y a rien de mieux, quoi. Quand tu donnes ton son à quelqu'un qui comprend non, pas, ça tue. il arrange. Mais vous êtes votre propre éditeur Non. Vous travaillez avec les autres éditeurs? On a le métier d'éditeur. Oui. Et bien souvent, on travaille en coédition. Voilà. Okay. Mais on est aussi éditeur. On pourrait s'éditer nous-mêmes. Mais c'est beaucoup de paperasse. Oui, c'est beaucoup de papier, beaucoup de déclarations. Et on fait sous-traiter ça. On pourrait très bien être éditeur et avoir un comptable ou un juriste qui nous remplit tous les papiers. Mais encore une fois, ça coûte trop cher. Et puis on travaille en bonne intelligence avec d'autres éditeurs. Voilà. Excuse-moi, tu fais souvent des maquettes ou c'est souvent ta lead finale en fait, la première? Non, je maquette toujours moi. Toujours, tu conseilles ça vraiment? Parce que des fois on dit que des fois le premier jet c'est souvent le mieux quoi. Je maquette toujours, je maquette pour un premier jet justement d'émotion. Puis après tu as l'intellectualisation qui arrive. Tu fais des meilleurs placements, tu mâches mieux le texte, tu développes une idée. Ça marche à chaque fois, honnêtement? Moi je fais toujours des maquettes, c'est ma méthode. Rarement j'ai posé... c'est dans les compilations ou dans les featuring, je pose def. J'écris sur place, je pose def, c'est terminé. Par contre, dans mes albums, je fais toujours des maquettes. On va s'arrêter là parce qu'il faut qu'il se prépare pour le concert de ce soir. Je voulais vous remercier déjà d'être venus tous. J'espère que vous avez apprécié et puis que vous avez retiré des choses de cette rencontre. Merci à vous d'être venus encore une fois et de partager de votre temps pour ça. Et puis j'invite tous ceux qui ont eu la place pour ce soir de rester, de venir boire un coup, on va sortir des boissons et voilà, de finir l'après-midi. Merci. Merci à vous. Merci. Merci encore.